Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Zagor Mokoko Sanda. Attention, il est expert en travail social et président du CEPEF, qui veut dire, Monsieur Zagor, le cercle d'études pour la protection de l'enfant et la famille. Très bien. Alors, là j'ai un travail, guide de bonne pratique. Vous vous occupez aussi de ce que nous avons appelé les enfants de la rue et jusqu'au Kuluna, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Monsieur Zagor? Vous avez échoué dans votre travail puisque les Kulunas se sont multipliés à travers la ville. Ça veut dire que vous avez prêché dans le désert. Échouer, je ne dirais pas que nous avons échoué, puisque jusqu'à présent, l'approche qui est utilisée, c'est l'approche répressive, qui est l'apanage de l'État congolais. Depuis l'époque de la Deuxième République, ce phénomène existe là, on utilisait l'approche répressive qui n'a pas donné les résultats escomptés. Nous, par contre, nous prenons l'approche sociale. C'est-à-dire que nous analysons ce phénomène, nous voyons que c'est un phénomène social. Cet enfant qui est né dans une famille où il doit acquérir des valeurs se retrouve en dehors de ces normes sociales. Alors on s'est posé la question. Nous, au Cercle d'études pour la protection de l'enfant, le CEPEF, nous avons des chercheurs universitaires, nous avons des acteurs sociaux et nous collaborons aussi avec l'école de criminologie de l'université de Kinshasa qui est dirigée par le professeur Raoul Kenge. Nous avons analysé ce phénomène. Mais ce Kuluna-là, c'est un enfant, un jeune qui est encore dans la famille, qui est supposé être sous l'autorité parentale, mais qui ne jouit pas de tous ses droits. Quels sont ses droits? D'abord, le droit de survie. Est-ce qu'il mange à sa faim? Est-ce qu'il accède à tous ses besoins? En tant qu'enfant, c'est à la famille et à la communauté de veiller à ce que cet enfant accède à ses besoins de base. Cet enfant, ces jeunes-là, puisque je les appelle enfants, puisque quand vous verrez l'âge de ces enfants, c'est entre 14 jusqu'à 21 ans. Ces jeunes-là, est-ce qu'ils ont accès au développement? Ce sont des principes qui sont reconnus, qui sont protégés par la Convention internationale des droits de l'enfant, dont nous avons fêté l'anniversaire le 20 novembre passé. C'est-à-dire le droit à la survie, le droit au développement, le droit à la participation. Tous ces droits-là, ces jeunes, cet enfant, vous verrez que ce sont des jeunes qui ont atteint un certain niveau de scolarité, mais qui ont connu la déperdition scolaire. Très bien. Vous avez commencé les études en quelle année? Secondaire, disons. Moi, par exemple, personnellement, j'ai entamé le CO, le cycle d'orientation, à l'âge de 11 ans. En quelle année exactement? C'est difficile de calculer. Septembre. Est-ce que vous aviez tous ces besoins que vous venez de citer? Vous étiez entouré de tout cela? Bien sûr, parce que l'enfant, dans la culture congolaise, pour ne pas dire bantou, c'est un trésor. Et la venue d'un enfant, ça se prépare. Même Dieu a prévu 9 mois pour vous préparer à avoir. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Non, vous-même. Est-ce que les parents vous ont donné, vous ont entouré de manière ou en sorte que vous ayez tous ces moyens? Oui, bien sûr. Parce que moi, par exemple, je n'ai jamais connu mes parents locataires. On avait une maison, une parcelle à nous propre. Oui, et deuxièmement, il y avait 3 fois par jour. On mangeait. D'ailleurs, à cette époque-là, moi j'ai étudié dans les écoles catholiques. Le matin, avant d'aller à l'école, vous prenez le déjeuner. À midi, vous rentrez, vous devez encore manger quelque chose. Le soir, vous devez. Mais si vous dites que je n'ai pas faim, je
préfère aller jouer, la maman va commencer à se poser des questions. Ah, cet enfant, qu'est-ce qui se passe? Il commence d'abord par vous gronder. Si ça se répète une fois, deux fois, il se pose la question. Sûrement, il a des vers. Il doit prendre des vermifuges. Ou ce qu'on appelait autrefois dans le jargon pour purger. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, s'il ne mange pas, ah, tu as bien fait, laisse ton petit frère manger. Mais on ne se pose pas la question, où est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a mangé? Et l'enfant, quand nous étions enfants, vous ne pouvez pas ramener quelque chose de la maison sans que les parents connaissent l'origine. Mais qu'est-ce qu'on vit maintenant pour le moment? Donc, vous incriminez qui? Tout le monde a une part de responsabilité. D'abord, l'enfant lui-même, puisqu'on a fait allusion à la Convention relative aux droits de l'enfant, parce que tout ce qui doit se faire pour l'enfant, on doit le faire avec sa participation. Quel a été son point de vue, tenant compte bien sûr de son degré de maturité. 2. Le rythme de la vie. La famille n'a plus un rythme. Autrefois, on avait 1 heure pour se lever, 1 heure pour dormir, 1 heure pour aller à l'école, 1 heure pour jouer. Mais maintenant, la famille n'a pas de rythme. Bon, je vous pose la même question autrement. Et parmi vos collègues, est-ce qu'il n'y en a pas qui est dévié de la société, qui se soit retrouvé en marge de la société? Oui, bon, mes collègues, les jeunes avec qui on est grandi, bon, chacun a fait sa vie. Ouais. Chacun... Il y en a aussi qui ont... C'est pourquoi j'ai dit que ça ne dépend pas seulement d'une seule personne, c'est de l'environnement. Oui. Parce que l'enfant lui-même, on peut mettre tous les moyens à sa disposition, mais il n'arrive pas à atteindre les objectifs. La famille, l'environnement. Je connais, moi j'ai étudié au collège, les 2 collèges Elikia et Boboto, je connais des gens dont les parents étaient nantis de 3e République. Maintenant, ils se retrouvent comme fumeurs de chanvre. Or, ils avaient tous les moyens. Par contre, il y a ceux-là qui n'avaient pas beaucoup de moyens, qui sont sortis, oui, comme vous. Oui, moi, je viens d'une famille modeste. Mon père était travailleur à Shell. Il s'occupait de la logistique de l'immeuble Shell, croisement Wangata Boulevard. C'était une main-d'œuvre, un cadre moyen. Mais j'ai étudié avec les gens de ministres, des présidents de la République, parce qu'au collège, nous avons connu des enfants dont les parents étaient devenus présidents. Je citerai le président Mobutu, les autres premiers ministres. On était... Mais jusqu'à présent, on garde des liens avec tous ces gens-là qui ont quand même hissé encore plus haut le nom de leurs parents. Bon, maintenant, si je vous ai invité, c'est parce que il faut quand même qu'on cherche des solutions, il faut nous en sortir. Là, vous venez de le dire, là, ça dépend véritablement aussi des enfants. Parce que nous, moi-même, j'étais aussi, quand j'étais jeune, sur de petits bandits, on allait se bagarrer un peu par-ci. Mais, heureusement, les parents nous ont invités d'aller plus loin que ça. Comment faire pour faire en sorte que ces enfants, pas tous, reviennent dans le droit chemin? D'abord, il faut revoir l'enfant. L'enfant doit être éduqué dans un environnement sécurisé. Sécurisé, c'est-à-dire là où il y a des valeurs. Les valeurs, on les acquiert dans 3 milieux, 3 principaux milieux. D'abord, la famille. Nous-mêmes, nous avons du mal à définir la famille. On ne sait pas qu'est-ce qu'est la famille. À l'école, dans les textes légaux, on nous dit la famille, c'est le père, la mère et les enfants. Or, en réalité, dans notre culture, c'est pas ça. Donc, il y a une certaine embroglio dans ce concept de famille. Et autrefois, la famille, c'était un trésor de la communauté, puisque l'enfant appartenait à la communauté. Mais maintenant, il y a cette histoire-là d'égocentrisme, où, avec cette histoire-là,
de révélations prophétiques, tout le monde devient facilement sorcier. Il y a une certaine réticence. L'enfant n'est plus un bien de la communauté. Et puis, la politique, c'est-à-dire la stratégie étatique, publique pour l'encadrement des enfants. Et ici, je crois que, voyons un peu, puisque nous sommes dans le média, autrefois, nous sommes grandis quand il y avait seulement une seule chaîne de télévision, il y avait des émissions pour encadrer. Brazzaville et Kinshasa. Oui, des émissions pour encadrer les jeunes. Mais maintenant, il y a plus d'émissions de musique, de films, des émissions spécifiques de la jeunesse, ça n'existe pas. Moi, par exemple, si je vais donner un témoignage pour moi, je n'ai jamais fait l'école du journalisme. Mais je suis venu ici, chez vous ici, à Numérique, à peut-être une révélation, vous avez oublié. À l'époque de Kabeyapin du passé et au Boulot Quest, on m'a soumis un test pour écrire dans Numérique à qui était la presse écrite. Et je l'ai écrit là autour. Mais seulement parce que j'ai fait la section littéraire et j'ai maîtrisé l'art de Et vous avez travaillé avec nous pendant quelques temps? Oui, j'ai travaillé, j'étais votre correspondant, puisque c'était un bi-hebdomadaire, j'avais droit à 2 numéros par semaine. Dès la publication, j'avais droit à 2 numéros et une collation là qui m'arrangeait à cette époque-là. Eh bien, ça, j'ai effectivement oublié parce que, bon, bah, écoutez, la mémoire est une faculté qui retient, mais qui peut aussi ouvrir. Mais c'est une faculté peut-être qui m'ouvre aussi beaucoup de portes. Vous verrez que dans ma structure, j'ai été directeur de cabinet à l'hôtel de ville du ministère du Tourisme. Et j'écrivais les discours de ma hiérarchie, je faisais, qui était apprécié, qui a fait que je sois dans le milieu là des hommes politiques par ma façon d'écrire. Tout cela grâce aux valeurs que j'ai acquises et maintenant aussi au modèle de vie. Les enfants n'ont plus de modèle. Il y a des modèles de vie que j'ai trouvés dans mon entourage, que j'ai copiés. Par exemple, je savais à cette époque-là, nous au collège, il y avait un modèle là de piété et de sérieux. Celui qu'on appelle maintenant Yaya, l'abbé José Mpundu, puisqu'il était parmi les jeunes abbés qui étaient, à cette époque-là, on les appelait Bana Cardinal Malula. C'était des modèles pour nous, les jeunes du collège Boboto, par le sérieux qu'ils mettaient aux études et nous prenons ça comme des modèles de vie. Mais maintenant, les jeunes, pour le moment, Chance et Logopamba. Chance et Logopamba, on vit au hasard. Vous verrez les jeunes plus dans le winner, dans le PMU, que de suivre le processus normal pour acquérir des compétences pour se positionner dans la vie. Oui, mais d'abord, effectivement, l'école était bonne. Oui. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on interviewe ceux qui sortent des examens d'État, on constate que pratiquement la formation est au rabais. Or, quand la formation est au rabais, la société l'est aussi, n'est-ce pas? La formation n'est pas au rabais. Ça, moi, cette assertion, je ne partage pas. Mais pourquoi quand on interviewe les enfants qui terminent, ils ne savent pas aligner? D'où vient le problème? Chaque jour, nous faisons... C'est à vous de répondre. Nous faisons les copies-collées dans notre pays. Mais si vous voyagez, quand vous allez ailleurs, les professeurs qui distinguent dans les grandes universités, ce sont des professeurs qui ont étudié ici au pays. Oui, mais d'accord, mais en quelle année? Mais qu'est-ce qui se passe? À cette époque-là, moi, par exemple, dans les écoles catholiques, il y avait 2 gonds. Presque toute la journée, j'étais à l'école. L'école commence à 7h30, vous avez la pause à midi, vous rentrez à 14h pour revenir. Et maintenant, les enfants, l'occupation des enfants. Mais je vais vous donner un exemple. Ne contredisez pas, je dis... Ce ne sont pas les programmes qui sont mauvais, mais ceux qui sont censés animer ces programmes qui ne remplissent pas leurs tâches. Pourquoi? Parce qu'on ne s'occupe pas d'eux. Nous, à l'école primaire, je me rappelle, mon enseignant de la première année primaire, il venait donner cours à bord de sa mobilette, un vélo moteur. Mais maintenant, l'enseignant de l'école primaire, il est paupérisé, ventre affamé, n'a point d'oreille. Et dans les écoles organisées,
Quand vous y entrez, il y avait une salle de professeurs. Pendant la récréation, ils prenaient une tasse de café. Je vais vous donner un exemple. En face de notre maison, il y avait l'école Massamba, sur Sayo, avant que ça devienne maintenant l'école islamique. Il y avait un enfant qui a amené sa casse-croûte. La maîtresse de l'école voulait goûter sa casse-croûte. L'enfant a commencé à pleurer. Pourquoi il a mangé? Mais cette maîtresse, pourquoi il a voulu manger la casse-croûte de l'enfant? Parce que peut-être à la maison, lui n'a pas déjeuné. Quand on ne sait pas accéder aux besoins de base, quand on ne sait pas accéder aux besoins de base, puisque le métier de l'enseignant, c'est un métier qui se fait 24 heures sur 24. Ce n'est pas seulement les 6 heures dans l'école. Il doit préparer, surtout ces derniers temps avec ce système de Google. Vous enseignez, nous à l'université, je donne cours à l'INTES. Vous enseignez, l'enfant, l'étudiant est dans le Google. Vous qui êtes une autorité académique, vous devez avoir la maîtrise de la matière. Mais accéder et quand la politique de logement, cet enseignant, comment est-ce qu'il est logé? La majorité des gens ici à Kinshasa sont des locataires. Même les jeunes qui se marient maintenant, vous lui dites, vous vous mariez, oh, je cherche une maison. De quelle dimension? Chambre et salon. Mais il sait que dans 9 mois, il aura un bébé. Et ce salon, il l'appelle salon. Or, c'est une salle polyvalente. C'est sur cette table-là du salon qu'il prend son repas, au lieu de le prendre sur une table à manger. Sur même le salon parfois est transformé en dortoir parce qu'il y aura quelqu'un qui viendra. Donc les conditions matérielles ne sont pas remplies pour que chacun donne le meilleur de soi-même. C'est ça qui conduit à la dépravation des mœurs et à la corruption. Et ce parent-là qui débourse beaucoup d'argent pour payer les scolarités, cet enfant, à la fin de l'année, ne réussit pas. Quand il voit le montant qu'il a sorti, il va s'arranger avec l'enseignant pour le faire passer. Et le résultat, c'est quoi? Et une société, une école corrompue, ça veut dire... Autre ça, les normes pour créer une école. Les écoles privées pour le moment. Regardez ces écoles. Est-ce qu'ils ont une cour de récréation? La plupart des écoles privées que nous voyons, ce sont des anciennes résidences de hauts dignitaires de régime passé. Le vieux est décédé, les enfants sont en Europe. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de notre maison? On transforme une école. La chambre devient une salle de classe. Moi, j'ai appris à jouer au basket au collège. J'ai appris la natation au collège, le tennis au collège. Quel collège? J'ai fait le collège Elikia, Sainte-Anne, Saint-Joseph, et j'ai fait le collège Bogoto. J'ai étudié dans les 2 meilleures écoles de Kinshasa et j'en suis fier. Mais parce que vos parents avaient les moyens non. À l'époque-là. Et à cette époque-là, c'est pas le Minerval comme tel. On venait, on payait graduellement. C'était à la limite. Moi, mon père, comme je vous ai dit, il travaillait à la Shell. Il s'occupait de la logistique de ce bâtiment-là. C'était un cadre moyen. Il a réussi à vous encadrer et à vous payer cette école qui était Je suis bénéficiaire du système. J'ai commencé à l'école primaire catholique Christ-Roi Kassaou. On m'a orienté. Moi, mon père m'a inscrit à la première année primaire jusqu'à l'université. C'est pas lui qui allait m'inscrire. On m'orientait. Qui vous orientait? Le système de l'école. Quand vous terminez, les prêtres là, catholiques, savaient qu'ils vont voir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, à l'UPEN, puisque je suis de l'UPEN, il y a toute une faculté qui produit, qui verse sur le marché des orienteurs scolaires et professionnels. Mais maintenant, c'est devenu université. Est-ce que ça continue? Oui, ça continue. Moi, bien. je suis de cette faculté. Orientation scolaire et professionnelle. C'est pour former des conseillers pédagogiques. Cet enfant qui a des aptitudes, mais il faut les connaître pour l'orienter. Grâce aux réformes, on n'a plus le CO. Cet enfant qui quitte l'école primaire pour les humanités. Même à l'université, quand il y a des nouveaux qui rentrent, on organise une semaine pour les accueillir, pour leur montrer comment est-ce qu'on doit vivre à l'université. Mais maintenant, cet enfant qui quitte l'école primaire pour les secondaires, il ne se retrouve pas. Il ne se retrouve pas. Je vais vous donner un exemple. Il y a un ami avec qui on a étudié au collège, qui était lauréat même au collège Boboto quand on a fait l'examen d'État. Il s'est parti s'inscrire à l'UNASA, campus de Kinshasa. Il a échoué, il a été refusé. Lui qui était lauréat.
du pays. Par cette honte, il est parti s'inscrire à Lubumbashi. Jusqu'à présent, il est à Lubumbashi. Il a été formé ingénieur de mine. Pourquoi? Parce qu'il a été mal orienté par ses aptitudes. L'école ne joue plus ce rôle parce que, les personnels qualifiés parfois ne sont pas pris en compte. Une personne qui ouvre son école, parce que selon les normes, ne peut donner cours à l'école primaire que celui qui a fait des humanités pédagogiques générales, un D6. Ne peut donner cours aux humanités que celui-là qui a fait l'université pédagogique, ce qu'on appelle les agrégés, qui a une formation en tant qu'agrégé. Mais maintenant, celui qui a terminé à l'UNIKIN, qui est une université de recherche, vous le trouvez en train de donner cours aux humanités. Mais il n'a pas la méthodologie d'enseigner. Comment est-ce qu'il peut transmettre? Puisqu'il y a 18 façons de transmettre. Si je comprends bien, tout est à refaire. Tout est à refaire. Ne faisons pas les copies-coller. Voyons le système LMD. Oui. Est-ce que ce système est adapté chez nous? Parce que dans le système LMD, il y a cette partie qu'on appelle travail pratique de l'étudiant. L'étudiant doit aller faire des recherches. Comment est-ce qu'il doit aller faire les recherches? Nous avons des problèmes de communication. Oui. De communication à l'Internet, communication par le transport, quitter chez lui pour aller... Nous, on quittait l'université pour venir à la bibliothèque de centre culturel français, mais aujourd'hui, il a tout dans son téléphone. Non? Pour tricher, il faut avoir un minimum d'intelligence. Puisque dans le téléphone, il y a tout. Mais comment trouver ce que vous cherchez exactement s'il n'est pas bien encadré? Donc, disons, un problème d'encadrement. Un problème d'encadrement. L'école ne joue plus son rôle parce que les normes pour créer une école ne sont pas respectées. Nous allons de réforme à réforme sans faire l'évaluation comme il le faut et tirer des conclusions. Donc il faut qu'on s'arrête à un certain moment pour faire le bilan et puis choisir le meilleur chemin. Qui vont les faire, ce sont les techniciens, ceux qui connaissent la matière. C'est pourquoi vous verrez même, nous avons des difficultés. Je donne un exemple. Dans certains cabinets, surtout dans les cabinets politiques, quelqu'un qui est nommé ministre, il faut créer son cabinet, il prend n'importe qui, parce qu'il est victime, son parti politique qu'il a délégué, lui donne des injonctions, ses relations, ses beaux-frères qui doivent venir, ils ne maîtrisent pas la matière. Et vous verrez qu'ils font signer les ministres certains documents qui ne sont pas... qui n'obéissent pas aux normes. Vous verrez qu'il y a Je donne un exemple. Un cas qui est passé, la gestion des sites de sinistrés. On a confié au ministre de la Santé, le coordonnateur, c'était un médecin. Mais des sinistrés, ce sont des vulnérables. Le ministère qui doit s'occuper des vulnérables, c'est le ministère des Affaires sociales. Ceux qui doivent gérer les sites. Parce que quand on appelle sinistré, c'est un vulnérable au pur sens. Parce qu'il n'a plus accès à ses besoins de base. Il n'a pas de maison, le manger est difficile. Donc, il faut que le ministère social s'en occupe au lieu de confier ça au ministère de la Santé. D'après ce que moi j'ai suivi à la presse, les réponses puisqu'ils étaient interpellés au Parlement, l'autre dit que c'est au niveau du ministère de l'Intérieur. L'autre dit qu'au ministère de la Santé. Or, il y a des experts qui doivent s'occuper des vulnérables dans ce pays. C'est le ministère des Affaires sociales avec son corps des assistants sociaux. Et ce sont eux qui doivent s'occuper de tous les vulnérables, que ce soit les déplacés, que ce soit les sinistrés, que ce soit les enfants, les femmes en situation difficile. Encore faudrait-il qu'ils soient pourvus, qu'ils aient été formés pour ça. C'est ça, effectivement. Puisque au ministère des Affaires sociales, il y a une école de formation des assistants sociaux qui forme, oui, l'Institut national du travail social qui est sur Kalembe-Lembe, entre le marché de Kalembe et la pédiatrie. Mais il ne reçoit presque pas d'étudiants. La totalité des étudiants, moi je donne cours là-bas, c'est même plus de 200 étudiants là-bas. Mais nous évoluons un pas devant, deux pas derrière. Quand il y a une calamité qui arrive, on applique la charité. Or, le travail social, c'est une science.
Et avec la science, on a des objectifs clairs et de résultats escomptés clairs. Avec la charité, non. Le travail social, ce n'est pas question de monter un malam. Mais vous remettez tout en cause. Enfin, vous vivez dans la société qui est la nôtre. Tout n'est pas mauvais. Dire qu'on doit tout réformer, non. Tout n'est pas mauvais. Mais on doit, quand on fait quelque chose, il y a ce qu'on appelle l'évaluation. Une évaluation mi-parcours. Qu'est-ce que nous avons fait? Si je vous ai bien compris, en fait, chez nous, le problème, c'est qu'on ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça notre problème. Et vous verrez que... En grande partie, et vous les avez accusés, ce sont les partis politiques qui imposent n'importe qui. Alors que faire? Quand on parle des forces vives de la nation, ce n'est pas seulement le parti politique, il y a aussi la société civile. Hein? Si je me réfère à l'histoire de ce pays, l'histoire de l'indépendance, on parle du match vers Club Mikado au stade, l'actuel stade Tata Raphaël. Vers Club Mikado, les supporters de ceux qui ont conduit à cette histoire-là du 4 janvier, ce n'était pas vraiment nécessairement des partis politiques, bien qu'Abako a intervenu. Donc, c'est parti d'un fait social. D'un fait social qui a mis que tout le monde prenne conscience que, de la situation. C'est-à-dire que quand il s'agit de parler de la situation du pays, on doit tenir compte des forces vives de la nation. Donc, quand on parle de forces vives de la nation, bien sûr, les partis politiques, il y a les églises. Maintenant, on met trop en exergue les églises. Or, nous avons des communautés protectrices. Parce que c'est quoi les communautés protectrices? Les communautés protectrices, ce sont les environnements des gens qui sont dans une entité déterminée et qui veillent à protéger leurs intérêts. C'est-à-dire, ils connaissent par exemple cet enfant. Nous habitons sur la même avenue. Je sais que cet enfant, c'est l'enfant de tel où il habite. Quand il y a un problème, c'est moi qui dois intervenir en un premier temps au lieu d'attendre son parent. Ce sont des communautés protectrices. Et qui doivent être... ça existe, ils existent. Les affaires sociales ont mis en place cette approche sous la tutelle du bourgmestre. Vous verrez dans notre pays, M. Kubambi, même le bourgmestre qui est une entité décentralisée, le bourgmestre d'une commune n'habite pas sa commune. Comment est-ce qu'il doit maîtriser les réalités de sa commune? Il y a vraiment des choses à refaire. Hein. Dites-moi. Nous sommes dans la décentralisation. Il faut appliquer les règles que nous avons nous-mêmes mis en place. Le dernier mot. Désespoir? Non. Non, on ne peut pas être désespéré. Moi, je crois que l'hymne national est clair. Nous bâtirons ce pays plus beau qu'avant. Mais quand? Maintenant que chacun prenne conscience, qu'on mette la peur de côté, qu'on laisse les copies-coller, qu'on tienne compte de nos propres ressources. Les Congolais, nous avons beaucoup de ressources intellectuelles. On voit seulement que l'or, les coltans. Mais nous avons beaucoup de savants ici. La preuve, allez ailleurs. Moi, j'ai rencontré, je ne veux pas citer le nom, en 2019, j'étais à Montréal, j'ai rencontré une dame qui est maintenant ministre ici, qui donnait cours aux États-Unis, au Canada et au Japon. Mais il a étudié le groupe scolaire de Moamba, qui est une école de chez nous ici. C'est-à-dire, nous avons des ressources. Comment maintenant capitaliser ces ressources? That is the question. Comment capitaliser? C'est pourquoi les gens doivent, que chacun dans son coin, réfléchisse pour se remettre en question, se poser la question, quelle est ma part pour rétablir la dignité de ce pays? Et quand je vais ailleurs, vous voyez, nous avons toutes les ressources nécessaires. Cette jeunesse qui est dynamique, je me rappelle encore cette jeunesse dans nos conflits autrefois avec Brazzaville, quand on les a refoulés de Brazzaville, ils chantaient tout signé Yoma. Mais à partir de là, ils ont signé Yoma, ils sont revenus et ça a bougé les choses. Et pourquoi pas chez nous ici pour faire partie l'agresseur signé Yoma. Au lieu d'attendre que les jeunes viennent nous épauler. Parce que ceux qui viendront pour leurs intérêts aussi. En attendant que les gens prennent leur conscience que ce pays nous appartient
utilisons, la jeunesse c'est 80% de la population, que cette jeunesse soit bien encadrée, les écoles qui obéissent aux normes, les familles soient respectées. Nous avons des difficultés pour définir la famille, que les normes sociales, que nous bannissons le laxisme, que toutes les lois soient vraiment appliquées pour le bien des communs et que tout soit mis dans la bonne gouvernance. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous avez suivi l'appel de Zagor. Zagor, c'est votre prénom. Zagor, c'est mon deuxième prénom, une vocation pour moi. Je l'ai eu quand j'avais 11-12 ans. Je lisais des bandes dessinées. À la découverte des Amériques, il y avait un justicier qui s'appelait Zagor Tenaille qui défendait les faibles. Et ce qui a fait aussi ma mission. Je suis dans l'encadrement de la jeunesse, surtout les enfants en situation de rue. Et maintenant, avec le prof Kenge Kenge, nous sommes dans l'accompagnement des jeunes pour leur sortie des violences Kuluna ici à Kinshasa. Et vous avez déjà fait quelques actions visibles? Bien sûr. Il y a des Kuluna qui sont sortis de... Bien sûr. Le travail social, ce n'est pas comme les examens d'État où on réussit à 100%. Si vous réussissez à 30%, il faut... C'est déjà quelque chose. Oui, je ne veux pas citer, mais il y avait des jeunes qui m'ont vu, ah, viens, tu es là. La victoire. C'est-à-dire, ils reconnaissent le bien fondé du travail que nous avons fait avec eux. Et je crois que si nous continuons à exploiter les recherches que nos chercheurs universitaires font de temps en temps, et nous les appliquons selon nos réalités de terrain, nous allons sortir. Tous les pays, maintenant, tous les gens ont les yeux braqués vers la politique, parce que c'est ça qui paye le mieux. Moi, je crois que c'est pas ça qui paye le mieux. Le mieux, c'est faire quelque chose dans son domaine pour les pays. La société. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur Zagor Mokoko Sanda fait cet appel que chacun soit mis à sa bonne place, the right man on the right place, et les vaches seront bien gardées. J'espère que vous avez bien suivi et que nous écouterons religieusement les conseils qu'il nous a donnés. Merci, M. Zagor. Je vous en prie.